j'ai passé 13 mois à Kaboul, en opération extérieure, au sein de la mission de police civile de l'Union européenne. J'avais la chance ou la malchance d'être sur Kaboul. Kaboul, je ne dis pas que c'est préservé, parce qu'il y avait des attentats aussi. Whoa! Holy shit! Mais la sécurité était bien meilleure qu'en province. Ce n'est pas la guerre à Kaboul. Depuis la mise en œuvre de cette mission en 2007, EUPOL a été très critiquée parce qu'elle avait très peu de résultats, notamment au regard de ses ambitions et au regard de l'OTAN qui, avec ses moyens, avait beaucoup plus de résultats, j'allais dire, concrets. Pas de résultats tangibles, des résultats théoriques, parce qu'on travaillait sur la stratégie, on était conseiller du ministre, de vice-ministre, etc. Donc sur la longue haleine, sur la longue durée, on peut prétendre à quelques résultats, mais au jour le jour, en 6 mois, c'était difficile de dire qu'il y avait des résultats concrets. Chaque fois que nous faisons des opérations extérieures, OPEX, comme on dit simplement, on en retire toujours un enrichissement personnel. Premièrement, l'enrichissement d'un nouveau pays à découvrir, d'une nouvelle culture, même si dans le cas de l'Afghanistan, malheureusement, la situation de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité, faisait qu'on avait assez peu de contacts malgré tout avec la population, mais nous avions des contacts avec les gens que nous conseillions. J'étais conseiller du vice-ministre de la stratégie et de la politique, je connaissais le général conseiller du ministre qui parlait très bien français, et donc on tissait des liens personnels quand même. Et la deuxième enrichissement professionnel, c'est que nous étions au contact des militaires et policiers de tous les autres pays. L'Afghanistan, c'est un point d'interrogation. J'ai lu deux livres très intéressants, un de Christophe de Pontify sur Massoud l'Afghan et un autre de Michael Berry qui est très intéressant, qui s'appelle Le royaume de l'insolence et qui explique très bien l'état d'esprit des Afghans qui restent fondamentalement épris de leur liberté et de leur tribu et qui n'acceptent aucune ingérence étrangère. Ils n'arrivent pas un peu comme les Gaulois français. Quand nous sommes entre nous, on a du mal à s'entendre, mais s'il y a quelqu'un qui vient jeter le trouble, on se rassemble pour le mettre dehors. C'est à peu près ça l'Afghanistan. Comment vous avez vécu, comment votre regard s'est posé? Alors, premièrement, un malaise. Un malaise parce qu'on arrive d'un pays riche, d'un pays démocratique, état de droit, et on est plongé dans une cité poussiéreuse, pauvre, j'allais dire désordonnée. Il n'y a qu'à voir la circulation dans les rues de Kaboul, même si avec le temps ça s'améliore un peu. On a l'impression que c'est un pays où tout est à faire, alors que nous savons que jusqu'à la fin des années 70, il y avait de gros progrès de fait, que le pays s'occidentalisait. Mais les 30-40 années de guerre civile, de guerre avec les talibans, et même depuis 2000, ont complètement détruit les structures, l'élite est partie, et donc pollution importante, pauvreté importante, même si on a l'impression que les Kaboulis sont des travailleurs, et qu'il y a un début d'organisation, ça c'est sûr. Il y a un contraste entre quelques centres commerciaux et ces centres de mariage qui sont modernes, quelques hôtels internationaux qui sont modernes, mais tout le reste de la ville, et notamment la banlieue, est très pauvre et de construction ancienne, effectivement. Ça vit beaucoup de petits métiers, ce que j'ai remarqué, comme dans toutes les grandes villes. Il y a des quartiers dédiés, les quartiers où on trouve que des tas de bois pour les feux de cheminée, il y a des quartiers où on trouve beaucoup d'instruments métallurgiques, etc. Il y a des quartiers, et notamment toute une avenue, où on trouve plein d'instruments de ponts et chaussées. Donc, une pauvreté, mais quand même, c'est encore une comparaison peut-être avec les Français, l'impression beaucoup de système D. On n'a pas le sentiment d'insécurité, parce que durant les 13 mois que j'ai vécu à Kaboul, bon, il y a eu 4 ou 5 attentats, une dizaine de tirs de roquettes, mais sur toute une ville, et puis il y avait des cibles, j'allais dire privilégiées. Les cibles privilégiées, c'est l'ambassade d'Inde, quelques ambassades occidentales, l'aéroport, et bien sûr les cantonnements et véhicules de l'OTAN. Nous, notre cantonnement et les personnels de EUPOL, depuis l'existence de cette mission, n'ont pas été pris comme cible. Donc on perçoit le danger, mais il n'est pas suffisamment présent pour instiller la peur.
Les consignes officielles de la mission de police civile étaient de sortir qu'en véhicules de la mission qui sont blindés et à deux dans chaque véhicule avec notre gilet pare-balles, notre casque et notre armement. Sinon, on n'a pas le droit de sortir. Il y a une monnaie locale qui doit être sans doute soutenue par les Américains. Il y a un commerce, il y a des supermarchés en ville qui sont l'équivalent de nos supérettes, si vous voulez, relativement bien approvisionnés, c'est vrai. On trouve presque de tout à Kaboul. Il y a des restaurants, il y a des hôtels. Je pense que les États-Unis inondent commercialement et avec sur leurs effectifs militaires en argent Kaboul. Quand je pense qu'effectivement les économas de l'armée française dépensent beaucoup d'argent pour nourrir l'armée française, quand on songe à toutes les armées étrangères, plus le milliard de dollars que dépensent les États-Unis, rien que pour la police afghane, par mois, il y a de l'argent. Et on voit que le commerce, depuis 6 mois ou 1 an, reprend, parce que tous les matins, à l'est de Kaboul, la route Jalalabad-Kaboul, qui est la route vers le Pakistan, il y a énormément de poids lourds qui arrivent ou qui en repartent. Donc il y a du commerce. Je n'étais pas à insérer la population, je ne sais pas quel commerce, mais il y a du commerce. Les talibans viennent du Pakistan. Il y a des Maghrébins, il y a des gens du Moyen-Orient, il y a des Pakistanais et il y a quelques Afghans. La population et notamment les paysans sont pris entre deux feux. Sont pris entre les armées de l'OTAN, qui là-bas sont de plus en plus considérées malheureusement comme des armées d'occupation, et pris entre le terrorisme des talibans ou de quelques seigneurs de guerre qui jouent là-dessus. Donc dans la journée, les armées de l'OTAN occupent le terrain. La nuit, il peut y avoir quelques bandes d'insurgés qui arrivent et qui mettent la pression sur les paysans en disant « si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous et on tue ta famille ». Donc j'ai beaucoup de témoignages de généraux de la police afghane qui me disent que la population souhaite qu'une chose, évidemment, c'est la paix depuis 30 ans de guerre. La population maintenant souhaite une chose, c'est le départ de l'OTAN, parce qu'au départ, vécu comme des sauveurs, mais maintenant vécu comme une armée d'occupation. Et en tout cas, ne souhaite pas le retour des talibans. Les Américains, les Européens derrière n'ont pas les moyens, pas simplement militaires, parce que les moyens militaires, on les a, mais les moyens politiques de s'inscrire dans la vie politique et dans la stratégie, dans la psychologie du peuple afghan. Moi, je pense qu'effectivement, il faut diminuer les troupes, entre guillemets, d'occupation. Il faut faire plus de formation de l'armée et surtout de la police, et que l'Europe ait le courage de prendre le leadership par rapport à l'OTAN, parce qu'il y a une véritable demande de la police afghane d'être formée à l'européenne dans ce qu'ils appellent une police démocratique, c'est-à-dire une police civile, parce que jusqu'à présent, la police afghane qui perd 3 à 4 000 personnes par an, 3 à 4 000 tués dans la police afghane, est formée par les Américains, par l'OTAN, plus pour faire de la contre-guérilla que pour faire de la police.